La fiction vampirique, sous toutes ses formes, littéraires, filmiques, télévisuelles, etc., permet une reconfiguration et même une déconstruction des normes binaires se rapportant au genre et à la sexualité. L'état liminal de la figure du vampire place cette dernière dans un entre-deux identitaire, le vampire comme étant ni mort ni vivant, je vais y revenir, mais cette liminalité suppose également un état que l'on pourrait qualifier de neutre. Le concept du neutre, ce qui est ni un ni l'autre, est non seulement perceptible à travers l'undeadness inhérente à la créature vampirique, mais cette neutralité est d'autant plus présente dans les représentations du genre sexuel dans la fiction vampirique. En effet, le vampire défait la binarité du genre sexuel en se posant entre les genres et orientations sexuelles, naviguant sur le large spectre du genre et performant, pour reprendre Judith Butler ici, et performant un amalgame de genre et de sexualité. La non-binarité du vampire mène même jusqu'à un effacement des codes sexuellement genrés, permettant une liminalité et une ouverture complète to do one's gender, pour reprendre encore une fois les mots de Butler ici. Cette déconstruction des normes binaires genrées et la neutralité s'y rattachant sont particulièrement explorées à travers des personnages vampiriques ayant des caractéristiques corporelles prépuberté qui suggère une neutralité non genrée éternelle. Cette communication propose donc d'analyser la liminalité vampirique et son lien indissociable au neutre et à la déconstruction des genres sexuels binaires à travers les vampires prépubères dans les romans Fledgling d'Octavia Butler, qui a été publié en 2005, The Passage de Justin Cronin, qui a été publié en 2010, et Let the Right One In de John Edwidge Lincolnvis, et je massacre toujours son nom, je m'excuse, qui a été publié en 2004. Donc, la liminalité du vampire est particulièrement perceptible à travers son statut ontologique non-binaire, qui le place dans un entre-deux caractérisé par le fait que le vampire est undead. Je m'excuse, j'ai jamais trouvé de traduction potable de ce mot-là, fait que je vais l'utiliser en anglais tout le long. Soit ni mort ni vivant. En termes de genre sexuel, cette liminalité inhérente à la créature vampirique fait de celle-ci une représentation de la fluidité des genres et des orientations sexuelles. Comme le propose Judith Butler, le genre est une construction sociale performative. En définissant le genre comme étant une performance individuelle et collective, le penchant performatif de celui-ci suppose donc une fluidité sur le large spectre s'y rattachant. Pour reprendre les termes de Butler, et je cite, If the rules governing signification not only restrict, but enable the assertion of alternative domains of cultural intelligibility, i.e., new possibilities for gender that contest the rigid codes of hierarchical binarism, then it is only within the practices of repetitive signifying that a subversion of identity becomes possible. Fin de la citation. En laissant place à de nouvelles possibilités d'expression du genre, possibilités non gérées par des codes hégémoniques promenant le binarisme, le genre et les orientations sexuelles deviennent complètement fluides et non prises dans le cadre hétéronormatif du masculin-féminin. La figure du vampire est, de manière générale, non-binaire, autant à ce qui a trait à leur apparence physique, par exemple le stade qui est très androgyne dans les Vampire Chronicles d'Anne Rice, donc tant au niveau de l'apparence physique qu'au niveau du choix de leur victime, puisque les vampires ne font pas de différenciation de genre lorsqu'ils s'abreuvent de sang. Donc, un gars, il peut s'abreuver d'une femme ou d'un homme, il s'en fout, et le contraire existe. De manière plus significative, le fait que le vampire soit une créature de l'entre-deux le place systématiquement entre les genres et les orientations sexuelles, et même au-delà de ceux-ci. C'est ce que j'essaie de prouver dans la thèse, j'espère que ça tient. En effet, le statut ni mort ni vivant de la figure vampirique élève cette dernière vers un statut qui transcende le binaire et qui prône l'importance de la fluidité des genres sexuels. Cependant, l'entre-deux vampirique suppose non seulement un lien à la fluidité du genre comme performance, mais propose également une conceptualisation de la neutralité du genre. En pensant le genre comme une performance non fixe, ce mouvement fluide peut aussi mener vers une neutralité qui, à mon sens, est la preuve ultime que le genre est en effet une performance non fixée. Par exemple, une personne s'identifiant comme neutre en termes de genre sexuel, exemple, qui ne s'aperçoit ni comme un homme ni comme une femme, performe littéralement sa propre identité non-binaire. La non-fixité du genre permet donc cette neutralité, une neutralité qui, par le fait même, renforce la véracité de la fluidité des genres et des sexualités. De plus, cette neutralité permet de défier et peut-être même de déconstruire la simple binarité biologique du genre sexuel. Pour en revenir à Butler,
En concevant le genre comme un concept fluide qui permet l'exploration de modes de pensée alternatifs, le genre sexuel devient dès lors non normatif. Butler soutient que le genre et les orientations sexuelles, pour être personnifiées et vécues à leur juste valeur, doivent, entre autres, déconstruire le phallogocentrisme et l'hétéronormativité. En d'autres mots, to do one's gender implique une déconstruction des normes sociétales établies. La question de la neutralité du genre vient précisément appuyer ce point de vue, car le neutre est également non normatif. Et là, je tombe dans la petite section théorique, je m'en excuse, mais j'ai pas le choix. Le neutre peut être simplement décrit comme quelque chose qui est ni un ni l'autre. Cette définition prouve également que le neutre est bel et bien non-binaire, tout comme le vampire qui est ni un ni l'autre, qui est ni mort ni vivant, faisant donc de la créature vampirique une véritable représentation de la neutralité. De plus, le neutre peut aussi... Le neutre peut aussi prendre la forme d'un chiasme qui est ni saisissable ni désaisissable, comme le dit Claude-Stéphane Perrin dans son texte Le neutre de la pensée. Dans la même ligne de pensée, le vampire, de par sa nature qui se situe dans l'entre-deux, est bel et bien une représentation du chiasme du neutre, tel qu'élaboré par Claude-Stéphane Perrin. Ce dernier stipule également que l'éternel devient neutre, ni dedans, ni dehors, ni présent, ni absent. L'éternel est, en fait, une marque infinie, toujours active et toujours répétée. En termes d'immortalité, le vampire colle parfaitement à cette conceptualisation de l'éternel de par son statut undead, mais prouve également que le genre sexuel est non seulement une répétition d'actes sociaux, mais aussi que les modes de pensée alternatifs, et donc non-binaires et non-normatifs, se rapportant au genre, sont de bons outils afin de défier et déconstruire les normes. De plus, les concepts du neutre et du genre, dans la manière de Butler, vont de pair puisqu'ils sont toujours actifs et toujours répétés, et que c'est par cette répétition que les normes en place peuvent être modifiées et ainsi rester fluides. Dans le même ordre d'idées, Maurice Blanchot définit l'inconnu comme neutre comme suit, et je cite, « L'inconnu comme neutre suppose un rapport étranger à toute exigence d'identité et d'unité. » Fin de la citation. Ce rapport étranger à toute exigence d'identité et d'unité est pleinement figuré par le vampire qui ne répond pas aux normes identitaires ni à un sentiment d'unité, plus précisément si nous nous rapportons à son statut de créature ni morte ni vivante. Les exigences d'identité et d'unité se rapportant à l'inconnu comme neutre sont également reliées au vampire, puisque, étant atemporel, c'est ce que j'essaie aussi de prouver dans la dite thèse, l'identité de celui-ci demeure fluide et non-binaire. Ces caractéristiques excluent alors tout concept d'unité, car la fluidité non-genrée permet la performance de multiples genres et orientations sexuelles, sans être confinée aux normes binaires du masculin et du féminin. Donc, la figure du vampire régit une vision de la neutralité de par son statut immortel, qui la place dans un entre-deux atemporel, mais elle propose aussi une vision de la déconstruction du genre sexuel binaire, et ce, principalement à travers des personnages vampiriques possédant des caractéristiques corporelles prépubères. Le statut immortel atemporel de la figure du vampire est d'une importance capitale en termes de représentation de la neutralité, et les traits prépubères de certains personnages renforcent particulièrement cette information. En effet, en étant soumis à un corps qui ne change pas et ne vieillit pas, le vampire prépubère conservera à jamais les dites caractéristiques. Le corps prépubère, de manière très générale, est un corps en plein changement, à la limite du passage vers un corps d'enfant vers un corps d'adolescent, l'adolescence étant aussi une période de grand changement. Donc, le vampire prépubère, entre guillemets, restera pour toujours dans un état corporel limite, un entre-deux, tant au niveau ontologique qu'au niveau physique. En d'autres termes, les personnages vampiriques prépubères sont la représentation complète de la neutralité, particulièrement si l'on se rapporte aux théories de Maurice Blanchot et de Roland Barthes. Blanchot, avec son concept d'expérience limite, je vais revenir rapidement plus tard, donc avec son concept d'expérience limite, définit le neutre comme suit, et je cite, « Le neutre questionne en neutralisant, par toute puissance interrogative, toujours plus loin la limite où celle-ci s'exercerait encore. » Fin de la citation. Les caractéristiques prépubères de certains personnages vampiriques ont pour effet de repousser les limites. En restant sur cette limite corporelle surtout à cause de la prépuberté entre autres, donc en restant sur cette limite corporelle, le sujet, à mon avis, transcende la binarité figée pour permettre l'exploration de la fluidité des genres. Roland Barthes, quant à lui, stipule que le neutre est ce qui brouille et ou annule. Les vampires prépubères brouillent les pistes binaires du genre et des orientations sexuelles, puisqu'ils sont toujours sur la limite, tant au point de vue de leur statut d'immortel que
de leurs qualités corporelles qui sont indéniablement troubles. Ils annulent également le processus de la puberté en restant à jamais sur la limite du prépubère. Alors, la prépuberté vampirique est une véritable représentation du neutre, de l'expérience limite étant ce qui distance le sujet de lui-même. Donc, le vampire, et ses caractéristiques corporelles prépubères dans ce cas-ci, deviennent une figuration de l'expérience limite, plus précisément en termes de choix identitaire et de fluidité des genres et des sexualités. Le personnage en Shory, dans le roman Fledgling d'Octavia Butler, déconstruit les normes binaires identitaires et genrées, tandis que le personnage d'Amy, dans le Passage de Justin Cronin, démontre le caractère neutre du corps vampirique prépubère. Finalement, Elias/Eli, je vais l'expliquer plus tard, mais il y a deux noms, dans Let the Right One In de John Edwidge Lincolnvis, est à la fois une représentation de la neutralité inhérente au vampire, prépubère dans le cas présent, et est également un exemple de fluidité des genres. Elias est un vampire que l'on pourrait qualifier comme étant transgenre. Revenant au neutre comme expérience limite, cette expérience permet une distanciation du sujet face à lui-même, le posant sur la limite de l'agency humaine et donc dans le domaine du neutre. Le roman Fledgling d'Octavia Butler questionne l'identité d'un sujet donné, questionnement qui repousse les limites binaires pour finalement les déconstruire. Là, c'est un mini-résumé vraiment court, mais si vous avez des questions sur les romans, je peux répondre à l'intérieur des questions, ça va me faire plaisir. Donc, le personnage de Story, une femme hybride qui possède des caractéristiques humaines et vampiriques, a 52 ans, mais vit dans le corps d'une fillette de 11 ou 12 ans, ce qui remet en cause son identité propre. En percevant les larges spectres des genres et des sexualités comme des espaces ouverts et fluides, il n'est pas surprenant de noter que l'agency, l'identité d'un sujet, est également en mouvance. Comme le souligne Ali Brooks, l'hybridité de Shory, et je cite, « proves that binaries are no longer sufficient to define identity ». Fin de la citation. Le fait que Shory est dans le corps d'une jeune fille prouve aussi que la binarité n'est pas suffisante pour définir l'identité de quelqu'un. En vivant et en performant dans un corps prépubère, Shory se trouve sur la limite du neutre, endroit qui n'accepte pas le binaire et qui plutôt le déconstruit. De plus, ses choix sexuels et de victime, c'est pas tout à fait une victime dans cet univers-là, je pourrais aussi ajouter des trucs en parlant des questions, mais pour faire plus court, j'ai dit victime. Donc, ces choix de victime remettent également en cause le démantèlement du binaire. En effet, Shory ne fait pas de différenciation entre le genre biologique des gens qu'elle souhaite garder à ses côtés. Lorsque Wright, la première victime de Shory, dit que celle-ci swings both ways, en faisant référence à sa possible bisexualité, Shory répond tout simplement qu'elle n'adhère pas à de telles étiquettes. Elle veut tout simplement pas et elle complètement des étiquettes qui lui sont données. Donc, en restant hybride et trouble au sens de Barthes, face à son identité, autant face à son identité de sujet qu'à son identité sexuelle, Shory amène le personnage vampirique prépubère contemporain sur le terrain du neutre. Dans un ordre d'idées similaire, le personnage d'Amy, dans le roman The Passage de Justin Cronin, permet également de s'interroger sur le caractère neutre du corps prépubère vampirique. Lorsqu'Amy rencontre pour la première fois les membres de la colonie, ceux-ci décrivent l'apparence physique d'Amy comme suit, et je cite, « Her body wasn't a woman's body. Her hips and chest were as compact as a boy's. Her legs were the appeared below the frayed hem of the gown, possessing a coltish sleekness and an adolescent snobbiness. » Et après ça, il parle du fait que bon, la peau d'Amy a une couleur très particulière qui est un peu transparente. Ça aussi, dans l'affaire de questions, je pourrais rajouter là-dessus, mais il y a de quoi faire avec le neutre et la transparence et la couleur, selon mon cher Roland. Donc, cette description du corps adolescent d'Amy est quand même une vampire d'une centaine d'années, même plus que ça, dans un corps d'une jeune fille de, je vous dirais, 8-9 ans, 10 ans maximum. Donc, cette description du corps adolescent d'Amy est d'une importance capitale puisqu'il est décrit en termes qui ne sont ni strictement masculins ni strictement féminins. Le fait qu'ils disent que, bon, elle a un corps de garçon, mais c'est une fille, puis c'est toujours très vague quand Amy est décrite. Ce brouillement des genres prouve deux choses. Que le genre sexuel est bel et bien une performance fluide, et aussi que le corps d'Amy est neutre, ni un ni l'autre, ni masculin ni féminin. En termes d'identité comme sujet, Amy elle-même, de par le rôle qu'elle doit jouer dans le déroulement de l'intrigue, qui est vraiment trop long à expliquer, mais en tout cas, si vous avez des questions, encore là, je peux répondre, de par le rôle qu'elle doit jouer dans le déroulement de l'intrigue, s'identifie comme suit, et je cite, « She was one of the 12 and also the other, the one above and behind, the zero. She was the girl from nowhere, the one who walked in, who lived 1,000 years. » Fin de la citation. En étant l'autre, celle qui transcende les limites,
Amy est une représentation du lien indéniable qui s'opère entre la figure du vampire et la neutralité comme agent de déconstruction du binaire. Amy démantèle le binaire non seulement à travers son corps trouble, mais également à travers son identité propre, c'est-à-dire ses divers noms, The Zero, The Girl from Nowhere, etc. Donc, le vampire prépubère est une véritable figuration de la neutralité et de la nature non fixée du genre sexuel, ce qui mène à une déconstruction complète du binaire, à mon avis. Le personnage d'Elias Eli, Ellie, je vais essayer de les différencier comme ça, dans le roman Let the Right One In, est l'une des représentations les plus importantes de ce que je tente d'illustrer ici. Puis là, je m'excuse, c'est vraiment court parce que, en tout cas, je suis rendue au maximum de ma présentation, puis je suis super déçue. Mais un jour, j'en ferai une plus longue au pire. Donc, en effet, Elias, qui interagit avec les autres sous le diminutif Ellie, est enfin un jeune garçon d'environ 12 ans qui fut castré par un vampire sadique avant que ce dernier ne transforme Elias en vampire. Et la scène est super graphique, mais c'est une de mes scènes préférées. Oui, je suis bizarre. Donc, OK. N'ayant pas de partie génitale, mais seulement une cicatrice due à la castration qu'il a subie, la version, j'ai pas vu la version américaine, mais la version suédoise de Let the Right One In, le film, il présente, ça prend 2 secondes, mais on voit rapidement le fait que Elias a comme pas de partie génitale du tout. N'ayant pas de partie génitale, mais seulement une cicatrice de la castration qu'il a subie, Elias décide donc de performer le genre féminin au lieu du sexe qui lui fait attribuer à la naissance afin de mieux se fondre dans la masse. C'est aussi bon pour pas que les gens réalisent que c'est un vampire. Donc, littéralement, Elias s'habille en fille. Et c'est en lisant le roman que j'ai réalisé que c'était un garçon finalement. Parce que dans le film, c'est pas très clair. Ce qui est quand même intéressant aussi à analyser, mais en tout cas. D'une certaine manière, Elias Ellie transcende littéralement les genres sexuels en s'en appropriant un second. À travers cette performance, qui est littérale ici, il performe littéralement, elle brouille complètement les pistes et de ce fait confirme que les genres et les orientations sexuelles, Elias va développer une relation intime avec Oscar, son jeune voisin, sont complètement... je suis désolée. Elle brouille complètement les pistes et de ce fait confirme que les genres et les orientations sexuelles sont complètement fluides et non fixés au simple binarisme masculin-féminin ou à l'hétéronormativité. Le corps prépubère d'Elias Ellie, en plus de sa castration, suppose également que le neutre et le genre performatif ne peuvent se dissocier. Cette affirmation est d'autant plus véridique lorsqu'on prend le vampire comme figure de proue. Le statut undead et atemporel de la créature vampirique, en plus du statut prépubère de certains personnages, place le vampire comme la figure culturelle par excellence pour démontrer la véracité du genre comme performance et de la corrélation indissociable de cette performativité avec le concept du neutre. Pour conclure, le statut undead, immortel et atemporel du vampire implique indéniablement une déconstruction du binaire. Ni morte ni vivante, la créature vampirique demeure constamment dans un état neutre. En termes de performance du genre, le vampirisme efface également les modes de pensée socio-normatifs et promeut plutôt la fluidité des genres et des sexualités. Le vampire prépubère renforce la corrélation entre le genre sexuel performatif et le neutre, puisque la prépuberté immortelle est une véritable représentation de la neutralité inhérente à la non-fixité du genre. Les personnages de Shory, Amy et Elias Ellie prouvent de part et d'autre que le genre sexuel et la neutralité sont importants en termes de compréhension de l'expérience humaine, expérience qui inclut indéniablement les identités se rapportant au genre, au corps et aux orientations sexuelles et bien d'autres affaires, mais bon, dans ce cas-ci, c'est plus ça qui s'appliquait. Cette ouverture face à la pluralité est rendue possible à travers la figure du vampire fait aussi en sorte que celle-ci permet de comprendre l'expérience humaine et ainsi tente de changer les modes de pensée fermés et non inclusifs vers une exploration du non-normatif et avec un peu de chance, et je l'espère bien fort, vers une ouverture et vers un monde inclusif. Et la culture populaire est, je crois, un médium idéal pour faire un pas de plus dans la bonne voie. Merci. Merci, Annie.